Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis le professeur de droit des obligations et de droit des affaires au sein de l'ISP dans le cadre de la prépa CRFPA. L'ISP, c'est plus de 30 ans de préparation au concours juridique et notamment au CRFPA. Cela fait moi-même plus de 15 ans que je suis professeur enseignant dans le cadre des prépas privés au CRFPA, tout particulièrement en droit des affaires et en droit des obligations au sein de l'ISP. Mes premiers mots seront pour remercier tout simplement tous ceux qui nous regardent et notamment tous les membres du groupe Facebook Objectif CRFPA. Je trouve l'initiative non seulement très intelligente, mais cela va aussi vous permettre de découvrir les différentes méthodes de formation que l'on peut vous proposer. Mon collègue, néanmoins ami, Olivier Bachelet, vous a déjà prodigué quelques conseils méthodologiques dans une vidéo précédente en droit pénal. Il me revient au cours de cette vidéo de vous montrer comment rédiger un cas pratique en droit des obligations. Ce cas pratique en droit des obligations va être, on est tous d'accord sur ce point, une épreuve formidablement importante dans le cadre de ce nouvel examen national. On connaît les membres de la commission, je les connais particulièrement bien, je connais les affinités des différents membres du jury avec le droit des obligations, tout particulièrement, je pense au professeur Pierre-Yves Gauthier, professeur très important, qui va sans doute être l'auteur, au moins partiellement, de ce cas pratique qui vous sera donné. J'aimerais vous donner un modèle de cas pratique, vous proposer un modèle de résolution du cas pratique, véritablement collant à ce qui va être exigé de vous dans quelques mois. Le cas pratique de droit des obligations est une épreuve difficile. C'est une épreuve difficile ne serait-ce qu'au regard du champ du programme que vous avez à réviser. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà des connaissances, la difficulté principale va résider véritablement dans la technique de résolution du cas pratique. Il faut posséder une méthode très précise, quel que soit d'ailleurs le type de cas pratique qui est susceptible de vous être proposé. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer la résolution d'un cas pratique qui a été donné il y a déjà une semaine sur ce même groupe Facebook Objectif CRFPA, afin que vous puissiez vous entraîner à le faire. Si à tout le moins vous n'avez pas pu vous entraîner, sans doute pouvez-vous d'ores et déjà le lire, nous le lirons d'ailleurs ensemble pour l'étudier et le résoudre, afin de suivre cette vidéo. Permettez-moi quelques mots généraux d'un point de vue organisationnel, disons-le. Face au cas pratique, le jour de l'examen, face à cette épreuve de 3 heures, vous allez devoir consacrer un bon quart d'heure à l'analyse du sujet, à l'analyse du cas pratique. Alors, ce que je vais vous dire là, au vrai, relève d'évidence. Il ne faut pas vous tromper, je ne vais pas, ici, dans les premières minutes, faire une grande révélation. Mais pourtant, j'insiste. J'insiste sur la base. La base, c'est 15 minutes là, d'entrée d'épreuve. Vous allez devoir lire le cas pratique à plusieurs reprises. Et permettez-moi de souligner un point immédiatement. Cette lecture se fait sans prise de notes. Cette lecture se fait sans surlignage ou soulignage. Pourquoi ? Depuis longtemps que j'enseigne, je vois toujours la même erreur commise face à un cas pratique par les candidats au concours de l'ENM, mais aussi et surtout peut-être dans le cadre du CRFPA. Cette erreur manifeste, c'est immédiatement de se saisir du sujet et dès la première lecture de croire qu'on peut relever les points importants et les points non importants qui constituent le sujet. Mais soyons bien clairs, comment pouvez-vous savoir parmi les faits, parmi les différents éléments du cas pratique, ce qui va vous être utile ou ne pas vous être utile lors de la résolution du cas, si vous ne connaissez même pas encore les questions qui vous sont posées? Il faut donc lire à plusieurs reprises le cas pratique, être sûr d'en avoir saisi le sens, être sûr d'en avoir compris la structure, les questions, avant effectivement de procéder à une dernière lecture pour relever ce qui est important et ce qui n'est pas important au travers du surlignage, du soulignage ou de la notation.
C'est pour ça que je vous propose immédiatement de convenir que face à tout cas pratique, il est raisonnable de lire 2 fois le cas pratique avant, effectivement, de pouvoir répondre à différentes questions et de reprendre une dernière lecture pour surligner, souligner ou annoter. Et la première chose qu'il faut faire, donc au cours de ces 2 premières lectures, c'est de saisir la structure du cas pratique. Saisir la structure du cas pratique, c'est répondre à une première question. Cette première question, cette première interrogation, c'est est-ce que je suis face à un cas pratique fermé ou face à un cas pratique ouvert? Un cas pratique fermé, c'est un cas pratique qui énonce très clairement les questions qui vont vous être posées, finalement les étapes de la résolution du cas pratique. Tandis qu'un cas pratique ouvert va vous lancer dans tout un périple narratif qui va aboutir à une question très vaguement posée du type « quid iuris ?» Qu'en est-il en droit? La différence est essentielle parce que dans un cas pratique fermé, on vous offre les questions. Vous aurez donc comme enjeu avant tout la résolution technique du cas pratique. Alors que dans un cas pratique ouvert, non seulement vous aurez l'enjeu de la résolution, évidemment, mais vous aurez aussi l'obligation préalable de déterminer les différentes questions qui vous sont posées. Alors, évidemment, c'est la première année de l'examen national. On ne peut pas parier avec assurance, avec garantie, sur le point de savoir si vous serez face à un cas pratique ouvert ou à un cas pratique fermé. Permettez-moi tout de même d'hasarder un pronostic. Il est très probable que vous ayez un cas pratique fermé. Un cas pratique avec une pluralité de questions clairement exposées. Sans doute faudra-t-il les reformuler juridiquement, élégamment, synthétiquement. Mais il est très probable que l'on vous propose un cas pratique structuré. Un cas pratique structuré, un cas pratique fermé, qui pose donc un certain nombre de questions clairement identifiables. Peut-être même avec des 1, 2, 3, 4, pour clairement identifier le nombre de questions. Si tel n'est pas le cas, c'est votre travail de déterminer le nombre de questions qui vous sont posées. Quel est l'intérêt de déterminer le nombre de questions qui vous sont posées? De construire un plan de résolution, mais aussi de savoir combien de temps vous allez consacrer à chacune des interrogations. Si en plus un barème vous est donné, le nombre de questions et le barème vont être les 2 critères de la détermination de l'organisation de vos 3 heures, ou permettez-moi de le dire, de vos prochaines 2h30. Parce que vous aurez consommé un quart d'heure avec l'analyse du sujet, vous aurez consommé un quart d'heure pour la relecture finale. Il restera 2h30 de résolution. Ce nombre de questions déterminées, il vous faut encore répondre à une dernière question avant de procéder à une relecture du sujet et au travail d'apprentissage. Les questions qui vous sont posées sont-elles liées les unes aux autres? Au final, est-ce que les réponses aux questions vont être dépendantes les unes des autres? Est-ce que le fil narratif des différentes interrogations révèle une interdépendance, une interconnexion entre les interrogations et donc entre leurs réponses? Très souvent, ça ne sera pas le cas. Même si le fil narratif met en présence les mêmes acteurs, cela sera souvent des situations juridiques différentes qui vont vous amener d'ailleurs à répondre à différentes hypothèses, pas forcément liées les unes aux autres. Ça peut être l'histoire de M. Albert qui va vivre un périple qui va l'obliger à répondre à une question en droit des contrats, une question en droit du délit, une question sur la preuve, une question sur le régime général des obligations. Il est aussi possible qu'on vous donne à traiter un vrai dossier. Un vrai dossier, c'est moins probable, mais ça vous amènerait à répondre successivement aux questions, et la réponse à une première question conditionnerait votre raisonnement dans la deuxième, la réponse à la deuxième conditionnant le raisonnement dans la troisième, et ainsi de suite. Comment le savoir? C'est simple. Soit vous avez l'impression effectivement que tout revient à résoudre une seule et unique affaire, et dans ce cas-là, les questions sont liées. Soit l'on vous met en présence de situations juridiques différentes ou de thématiques juridiques différentes,
Et dans ce cas-là, les questions, même si elles mettent en présence les mêmes acteurs, ne sont pas liées les unes aux autres. Quel est l'intérêt de savoir si les questions sont liées les unes aux autres? Tout simplement, savoir construire son plan. Si les questions sont liées les unes aux autres, vous allez d'abord commencer sur votre copie par un rappel qualifié des faits. Et ensuite, vous poserez les questions pour justifier de votre plan. Un plan qui peut d'ailleurs être apparent, je vous le conseille même. C'est pas une obligation, mais c'est une aide formelle pour l'examinateur, celui qui va vous lire, c'est une aide structurelle pour vous dans votre rédaction. Si au contraire les questions ne sont pas liées les unes aux autres, je vais commencer par annoncer mon plan, et c'est à l'intérieur de ce plan que je ferai le résumé des faits propre à chaque situation et que je poserai ma question de droit. Si vous faites la formation avec nous, vous le verrez, cette structure est absolument essentielle dans des concours blancs que l'on vous propose de réaliser. Dans des concours blancs auxquels vous allez vous essayer, c'est très important de s'entraîner, hein, c'est évident. Et surtout dans la lecture de corrigés de concours blancs qui sont intégralement effectivement rédigés et dont on vous explique dans le cadre de vidéos et même en présentiel la construction. En tout cas, faire un plan est un impératif. Un plan, je le répète, qui va apparaître après le résumé des faits et les questions, si les questions sont liées les unes aux autres. Un plan qui va apparaître avant le résumé des faits et les questions, si les questions ne sont pas liées les unes aux autres. En toute hypothèse, permettez-moi un dernier conseil avant d'aborder à proprement parler l'entraînement d'aujourd'hui. Ce conseil, c'est que vous ayez affaire à des questions liées les unes aux autres, ou que vous ayez affaire à des questions indépendantes les unes des autres, en tout cas, répondez toujours dans l'ordre question. Alors évidemment, si les questions sont liées les unes aux autres, le suivi de l'ordre est impératif, puisqu'on l'a dit, la réponse à une question va conditionner celle d'après. Mais même quand les questions sont indépendantes les unes des autres, a priori, on pourrait se dire je suis libre de répondre à la question 3 avant de répondre à la question 1, parce que elles sont indépendantes les unes des autres. Mais ça serait une erreur. Ça serait une erreur, cette fois-ci, peut-être pas méthodologique, mais sans doute psychologique, vis-à-vis de l'examinateur. Mettez-vous à sa place, et d'ailleurs c'est quelque chose que je vous apprendrai en formation. Se mettre à la place de l'examinateur pour déterminer ses attentes. Quelqu'un qui vous propose la résolution d'une question 3 avant la résolution de la question 2, c'est un message qu'il adresse à l'examinateur. C'est un message qui vous adresse, vous, examinateur. Il vous dit tout simplement « Je me sens bien sur la question 3, je ne me sens pas bien sur la question 2 ». Vous venez d'afficher immédiatement l'idée que, avant même de vous avoir lu, vous n'aurez pas de note maximale parce que de toute façon, vous-même, la question 2, vous ne la sentez pas. Et là, vous me direz, oui, mais j'ai peut-être fait en fonction du barème. Mais c'est pareil. Ça veut dire que vous allez chercher un maximum de points de manière désordonnée parce que vous ne pensez pas automatiquement arriver à les glaner tous. Et c'est un message que vous faites passer à l'examinateur. Figurez-vous en plus que par malchance ou par manque de connaissances ou manque de méthode, vous répondiez mal à la question 3. Vous avez dit à l'examinateur, la question 3, c'est celle sur laquelle je me sens le mieux, et vous fournissez une réponse qui ne lui convient pas. Qu'est-ce qu'il va se dire sur la question 2 que vous aurez traitée après, alors que vous lui avez déjà adressé le message que vous ne vous sentiez pas très bien dessus? Il va se dire, oh là là, ça va aller en déclinant. Et implicitement, vous avez configuré son esprit d'annotateur pour qu'il soit sévère. Alors que si vous traitez les questions dans l'ordre, vous faites davantage passer le message que vous êtes serein, d'ailleurs quel que soit le barème s'il y en a un, et vous faites davantage passer aussi le message que vous êtes capable de suivre une organisation, une tâche prédéfinie par celui qui porte les exigences, par l'examinateur, le jury.
Voilà, j'en arrête avec les conseils généraux, initiaux, face à la lecture du sujet. Bien sûr, j'aurai bien d'autres choses à vous dire, mais ça sera fait dans le cadre de cours, dans le cadre d'entraînement. Alors, passons tout de suite au cas pratique que je vous ai proposé de résoudre. Encore une fois, ce cas pratique, ayez-le sous les yeux, si vous voulez bien, mais vous verrez sur les PowerPoint qui s'affichent à côté de moi que je reprendrai tout à l'heure exactement et précisément l'énoncé. Avant cela, permettez-moi de faire ce que nous ferons en cours. En cours, parce que vous avez des polis intégralement rédigés, parce que vous avez des polis exhaustifs au sein de l'ISP et ce dans toutes les matières, en cours, nous ne reprendrons pas l'intégralité du cours. Le but des cours, c'est de vous entraîner sur les points à la fois les plus décisifs du programme en termes d'actualité, mais aussi en termes de probabilité le jour de l'examen. Nous multiplierons les exercices pour voir toutes les hypothèses de cas pratiques. Nous multiplierons les exercices pour voir les questions, encore une fois, les plus probables, mais aussi les questions les plus difficiles. Nous procéderons alors ainsi. On fera un rappel rapide des points de cours essentiels, allant dans la précision certaines fois, au-delà même du polycopier, pour servir vos connaissances. Mais après ce rapide apprentissage, nous nous entraînerons surtout d'un point de vue méthodologique à la mise en œuvre de ces connaissances au service de la résolution du cas pratique. Alors, dans le cas pratique que je vous ai proposé, je vous rappelle que tout simplement, on vous place au conseil de la SNCF, laquelle vous expose 3 situations dans lesquelles X, Y et Z ont connu chacune, de manière distincte, des dommages. On est donc face à un cas pratique fermé, puisqu'il y a 3 situations clairement identifiées, même si la question n'est pas posée précisément pour chacune d'elles. La question se veut être celle de la responsabilité de la SNCF à l'égard de X, à l'égard de Y, à l'égard de Z, qui ont connu 3 situations juridiques clairement distinctes. On a donc un cas pratique fermé, on a donc un cas pratique qui pose 3 questions, on a donc un cas pratique où les questions ne sont pas liées les unes aux autres. Évidemment, puisque c'est un cas pratique qui fait intervenir la SNCF comme défendeur, X, Y et Z seront les demandeurs. Puisque vous êtes le conseil du défendeur, vous allez donc devoir analyser l'engagement de la responsabilité de la SNCF dans ces 3 hypothèses. La SNCF, c'est une évidence, est un transporteur de personnes. Alors, cela implique, finalement, quand on regarde les 3 situations exposées, je reviendrai dessus en détail, d'envisager un certain nombre de points de cours. En effet, il y a au moins, au travers de ces 3 questions, de ce cas pratique, qui en apparence est facile, qui en apparence est court, est en réalité un cas pratique qui appelle un véritable socle de connaissances que vous devez maîtriser. En effet, c'est un cas pratique qui va vous faire intervenir sur 6 points du cours. D'abord, le cadre juridique des contrats de transport de personnes. La SNCF est un transporteur ferroviaire de marchandises et de personnes. Dans notre cas pratique, X, Y et Z sont des personnes, ont été transportées. Donc, c'est vraiment cette idée du transport de personnes et de la délimitation du champ contractuel de la convention de transport de personnes qui est la base, le cœur de ces 3 interrogations. Parce qu'on parle de délimitation du champ contractuel, on va donc se poser la question de savoir, pour chaque hypothèse, si on est dans le contrat de transport ou en dehors du contrat de transport. Pourquoi se poser cette question? Parce que le deuxième thème qui est abordé par ce cas pratique, c'est évidemment le principe de non-cumul des responsabilités. Le principe de non-cumul des responsabilités, qu'est-ce que c'est?
Le principe de non-cumul des responsabilités, c'est ce principe prétorien, un des rares principes d'ailleurs exclusivement prétoriens, du droit civil, du droit des obligations, qui a été découvert par la Cour de cassation dans un arrêt requête 21 janvier 1890, qui a été répété en 1922 dans l'arrêt Pelletier. Ces arrêts, vous les retrouvez dans le Code. Vous les retrouvez dans le Code, je vous apprendrai à trouver la jurisprudence dans le Code, à déterminer sous quel article se trouvent toutes les jurisprudences de majeures dont vous avez besoin pour résoudre les cas pratiques. Le principe de non-cumul des responsabilités, je vous rappelle, porte en lui-même deux sous-principes. Le principe de non-cumul stricto sensu, qui interdit aux demandeurs en réparation de préjudice d'agir à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel. C'est le principe de non-cumul stricto sensu, non-cumul. Mais qui porte aussi le principe subséquent, le sous-principe subséquent de non-option. Non seulement le demandeur ne peut pas agir à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel, mais en plus il n'a pas le choix. Si sa demande en réparation d'un préjudice relève de l'inexécution d'une obligation contractuelle, si c'est l'inexécution contractuelle qui est la cause de son préjudice, alors il ne peut rechercher cette réparation que sur le fondement contractuel. Par conséquent et par défaut, si son préjudice n'est pas né à l'occasion d'une inexécution contractuelle, la réparation de ce préjudice trouvera assiette nécessairement sur le fondement délictuel. Et voilà ce qui va beaucoup nous occuper dans le cas pratique présentement pour chacune des situations. Est-on dans le cadre du contrat de transport sur le régime contractuel? Est-on en dehors du cadre du contrat de transport alors sur le régime délictuel? Ça nous amènera à envisager d'un côté donc tantôt la responsabilité contractuelle qui est l'un des remèdes à l'inexécution contractuelle, qui figure remèdes qui sont énoncés au nouvel article 1217 du Code civil. Article 1217, cette numérotation qui est toujours un peu difficile à assimiler depuis la réforme du droit des contrats pratiquée par l'ordonnance du 10 février 2016 et entrée en vigueur le 1er octobre 2016, cette nouvelle numérotation prévoit donc au sein de l'article 1217 les différents remèdes à l'inexécution. Ici, le cas pratique vise à la réparation de préjudice en termes de dommages et intérêts donc. Ça nous renvoie à la responsabilité contractuelle du nouvel article 1231-1 et des articles qui le suivent pour définir le régime de cette responsabilité contractuelle. Quand nous serons hors du champ du contrat, ça sera des questions de responsabilité délictuelle, et on va le voir, précisément de responsabilité délictuelle du fait des choses, au sens du principe général de responsabilité du fait des choses, principe général de responsabilité du fait des choses qui trouve son fondement, son assiette, sur le nouvel article 1242 alinéa 1er, l'ancien 1384 alinéa 1er, qui, vous le savez, a été érigé comme fondement du principe général de responsabilité du fait des choses dans les arrêts Téphaine de 1896, Gender de 1930. Voilà au titre des fondements. Donc, une fois qu'on aura déterminé le champ temporel et le champ matériel du contrat de transport, une fois qu'on appliquera le principe de non-cumul des responsabilités, on saura si on se situe sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur le terrain de la responsabilité délictuelle, notamment du fait des choses. Ceci fait, il faudra, fondement déterminé, appliquer le régime. Appliquer le régime, les cas pratiques qui nous sont proposés renvoient à des situations parfaitement réelles, d'ailleurs relativement communes, bien que surprenantes, étonnantes, voire ubuesques, quand on observe le comportement des personnes transportées. Et lorsque l'on en arrive là, et que l'on est dans le cadre du régime de la responsabilité contractuelle ou du régime de la responsabilité délictuelle, au vu des faits, on s'intéressera à la fois à la question de la force majeure, mais aussi, sinon surtout, à la question de la faute de la victime. Et voilà comment, donc, un cas pratique d'une dizaine de lignes qui pose 3 questions peut vous amener à balayer presque
une bonne partie du droit de l'exécution du contrat, du droit de la responsabilité contractuelle, et une bonne partie du droit de la responsabilité délictuelle, en même temps que de vous faire travailler sur la frontière entre les deux. Ça, c'est typique des cas pratiques qui vont vous être proposés le jour de l'examen, j'insiste. Il ne s'agira pas de se répondre seulement à presque un QRC, un cas pratique où vous auriez une réponse courte à fournir. Non, il va y avoir un vrai travail de réflexion. On ne va pas simplement s'intéresser à vos connaissances, on va s'intéresser à votre capacité de démonstration, à votre capacité d'organisation structurelle de votre réflexion. Et pour ça, on peut vous proposer donc un cas pratique à enjeu transversal. Plutôt que de devoir répondre de manière ponctuelle, on va vous faire se confronter différents points du cours. C'est ça le CRFPA. Et c'est notamment ça auquel vous devez vous préparer impérativement. C'est très différent de ce que vous avez connu en deuxième année, si vous voulez. En deuxième année, on n'allait pas vous mélanger du contrat et du délit au sein d'une même épreuve. Au contraire, on allait au premier semestre vous proposer du contrat, au deuxième semestre vous proposer du délit, sans risque de confusion. Là, vous avez non seulement à appliquer les deux, mais en plus à dresser une ligne de partage. C'est très important donc de comprendre que vous pouvez avoir, dans un cas pratique, une question sur le régime du contrat, par exemple l'exécution forcée d'une obligation, et en même temps être interrogé sur le régime général des obligations, puisque la créance née de l'inexécution contractuelle va pouvoir être transmise, transportée, par exemple, au travers d'une cession de créance. Ou encore en matière délictuelle, de voir la créance de réparation née de la matière délictuelle faire l'objet d'une subrogation, notamment après une indemnisation assurantielle. Vous devrez apprendre, et nous entraînerons à ça, à traiter des cas pratiques de manière transversale. Alors, procédons. Procédons. Si l'on regarde bien le cas pratique donc, que nous allons traiter, nous avons dit qu'il y a trois cas. Il y a le cas de X, le cas de Y et le cas de Z. Nous allons traiter distinctement ces trois situations juridiques. Mais l'on observe, au travers de ce que l'on vient de dire, sur l'énoncé des thématiques portées par le cas pratique, on observe finalement deux questions. Deux questions à laquelle nous allons devoir répondre dans chaque situation. Ces deux questions sont relatives à la qualification et au régime. La qualification, d'une part, en matière de responsabilité, c'est la détermination du bon fondement de cette responsabilité. Le régime en matière de responsabilité, c'est non seulement la vérification, effectivement que les conditions posées par le texte sont remplies, mais aussi la vérification que la responsabilité peut ou ne peut pas être atténuée, voire écartée. Alors, deux questions. Quel est le fondement de la responsabilité de la SNCF? Quel est le régime de la responsabilité de la SNCF? Voilà. Nous allons répondre pour chacun des cas à ces deux interrogations. Permettez-moi un petit mot, je vous rappelle que pendant toute la lecture de cette vidéo, vous pouvez me poser des questions, tout simplement dans le cadre de la discussion qui apparaît en dessous de la lecture de cette vidéo. Et je vais répondre tout au long de la lecture de cette vidéo. Ce soir, nous allons répondre à vos différentes interrogations. N'hésitez pas à m'en poser si vous trouvez que je vais un peu vite ou si vous voulez davantage de détails sur un point ou l'autre de la résolution de ce cas pratique. Allons-y, intéressons-nous au premier cas, le cas de M. X. Vous voyez apparaître à l'écran sur le PowerPoint, si vous ne l'avez pas à côté de vous, l'énoncé du cas pratique relatif à M. X. M. X est un passager ayant fait le trajet Paris-Sens, arrivé à destination, dans la cohue pour descendre du train, il rate la dernière marche, tombe lourdement et se brise la cheville. Alors, qu'est-ce que l'on repère immédiatement? On repère immédiatement que l'énoncé est court, que l'énoncé ne pose pas ici une question, mais on l'a déjà dit, la question, c'est celle de l'engagement de la responsabilité de la SNCF, à l'égard ici de M. X. Maintenant,
dans les faits, est-ce qu'il y a des éléments qui ont du sens? Est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas de sens? Bon, le fait, par exemple, qu'il ait fait un trajet Paris-Sens n'est pas très intéressant. Qu'il ait fait un trajet Paris-Bordeaux, Arcachon ou Paris-Sens, finalement, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est les précisions, puisqu'on l'a dit, notre job, c'est de définir le champ temporel du contrat de transport. Notre travail, c'est d'observer ici qu'il est considéré comme un passager. On ne nous précise pas qu'il n'a pas de billet, donc on ne va pas inventer cette hypothèse. On va penser que c'est un passager en toute légalité, qu'il était donc muni d'un billet avec la SNCF. On nous dit aussi qu'il est arrivé à destination. On nous dit aussi qu'il est en train de descendre du train, ce qui est d'ailleurs démontré par le fait qu'il a raté la dernière marche. Il est dans la phase de descente du train. Enfin, on nous dit clairement qu'il a subi un préjudice corporel. Voilà les éléments à retenir, voilà les éléments qu'il faut trouver dans votre copie reformulés. Vous voyez, je ne dis pas qu'il s'est brisé la cheville, je dis qu'il a subi un dommage corporel. Je ne dis pas que c'est un passager ayant fait le trajet Paris-Sens, je dis que c'est un contractant de la SNCF. Encore que je vais le vérifier. Je vais le vérifier parce que je dois maintenant répondre aux deux questions. Je vais le dire très clairement dans une annonce de plan. Afin de connaître de la responsabilité de la SNCF, il convient préalablement d'établir le fondement de cette responsabilité éventuelle avant d'envisager le régime de cette responsabilité éventuelle. Je ferai donc même peut-être un sous-plan. Je pourrais faire par exemple A, le fondement de la responsabilité, ou si je ne veux pas mettre A, je peux écrire très clairement sur le fondement de la responsabilité de la SNCF. Qu'est-ce que je dois faire ici? On l'a dit aussi tout à l'heure, la question va être de savoir si on est dans le cadre du contrat ou si on est hors le champ du contrat. On l'a dit, le principe de non-cumul des responsabilités prévoit que si le préjudice est survenu à l'occasion de l'inexécution du contrat, alors c'est le régime contractuel qui trouve à s'appliquer. À défaut d'être dans le cadre du contrat, ça sera le régime délictuel. Alors que dois-je faire pour appliquer ce principe de non-cumul des responsabilités? Vérifier si on est dans le cadre du contrat ou si on n'est pas dans le cadre du contrat. Je vais donc d'abord me demander s'il y a un contrat entre les parties. La première étape de mon raisonnement, de ma réponse, va être de dire je dois vérifier s'il y a effectivement un contrat entre X et la SNCF. Comme ça se déduit rapidement des faits, je vais aller vite. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire un syllogisme en bonne et due forme. Même face à une évidence, vous devez produire un syllogisme. Un syllogisme, qu'est-ce que c'est? Mais vous le savez, c'est majeur, mineur, solution. Comment faire? Je vous donne un exemple. En vertu des articles 1101 et 1103 du Code civil, 1101, c'est la définition du contrat. 1103, c'est la force obligatoire du contrat. En vertu des articles 1101 et 1103 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre des volontés et se traduit par l'exécution du contrat. En l'espèce, les faits précisent que M. X est passager de la SNCF. On en déduit l'existence d'un contrat de transport entre lui et la SNCF. Par conséquent, leur relation est a priori de nature contractuelle. Reste à clairement définir si, au moment de l'accident, on est toujours dans le champ contractuel. On va aller plus loin, alors toujours au titre de la qualification et du fondement. En effet, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, l'ancien 1134 alinéa 1er, la Cour de cassation a délimité le champ temporel du contrat de transport. Cette délimitation, elle l'a réalisée dans l'arrêt Valverde. Vous envoyez l'orthographe
sur le PowerPoint. Civile première, 7 mars 1989, l'arrêt Valverde. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a clairement exposé que le contrat de transport prenait fin à la descente du train. Précisément quand les parties sont descendues du train, quand le passager est donc sur le quai. En l'espèce, M. X est en train de descendre du train, il n'est pas encore sur le quai au moment de l'accident, puisqu'il a raté la dernière marche. C'est donc bien à la descente du wagon que le dommage se produit. Il est encore dans le champ contractuel, puisqu'on va lire l'arrêt Valverde à contrario. Tant qu'il n'est pas sur le quai, le contrat se poursuit. En conclusion, sur ce fondement, c'est bien la responsabilité contractuelle de la SNCF qui va être recherchée. Ça nous permet, une fois ce fondement défini, de passer à l'étape du régime de la responsabilité contractuelle. On va donc porter un syllogisme à partir du fondement textuel de la responsabilité contractuelle. Sur le fondement de l'article 1231-1, la responsabilité contractuelle est engagée lorsque 3 conditions sont réunies. Il faut établir un préjudice, il faut établir un manquement contractuel et un lien causal entre le préjudice et le manquement contractuel. En l'espèce, le préjudice est clairement exposé dans l'énoncé au travers du bris de la cheville, c'est un préjudice corporel. Le lien causal ne pose guère de difficulté. Si l'on démontre que c'est bien la chute qui a été l'occasion effectivement de ce préjudice, ce qui semble être le cas. Reste alors à démontrer que l'on est bien dans le cadre d'un manquement contractuel pour justifier de cette chute ayant causé le préjudice. C'est ici que vos connaissances vont être sollicitées. On avait déjà sollicité un peu nos connaissances au travers de l'arrêt Valverde, mais le moment capital de la réponse à ce premier cas arrive. Vous allez tout simplement couper votre syllogisme pour en appeler un autre. Vous allez dire, en l'espèce, donc le préjudice et le lien causal sont établis, reste à établir le manquement contractuel. Et on va enchaîner sur un nouveau syllogisme. On va donc découper nos syllogismes pour être clair. Sur le fondement de l'article 1103, ancien 1134, et sur le fondement de l'article 1231-1, ancien 1147, la Cour de cassation a pu dégager une obligation de sécurité qui va découler de la nature du contrat lui-même en vertu de l'article 1194, ancien 1135. Dans les contrats de transport de personnes, la Cour de cassation a dit dans l'important arrêt civil 21 novembre 1911, que le transporteur de personnes est débiteur à l'égard de la personne transportée d'une obligation de sécurité de résultat. En l'espèce, la SNCF est bien un transporteur de personnes, X est la personne transportée, X a subi un dommage corporel, il n'est donc pas arrivé à destination sur le quai sain et sauf, le résultat n'est pas atteint, l'obligation de sécurité n'a pas été exécutée, par conséquent, il y a manquement contractuel. En guise de conclusion générale, la responsabilité contractuelle de la SNCF sera engagée
et M. X obtiendra réparation de son préjudice dans son intégralité. Qu'est-ce qui me permet de le dire ainsi? Pourquoi je ne vais pas plus loin en me posant la question de la force majeure ou de la faute de la victime dans ce premier cas? Nous le ferons dans le deuxième comme dans le troisième. Mais si je ne le fais pas dans ce premier cas, c'est tout simplement parce qu'aucun élément de fait ne me permet de souligner qu'il y a eu un événement de force majeure ou qu'il y a eu une faute de la part de M. X. Certes, ce cas pratique fait valoir qu'il y a une cohue à la descente du train. Mais vous serez d'accord qu'on ne vous dit pas qu'il s'agit d'une importante bousculade, etc. On ne vous laisse pas entendre qu'il s'agit d'un élément qui serait imprévisible ou quoi que ce soit. Je ne perds même pas de temps à étudier ici la force majeure et la faute de la victime. Je ne me fais pas leurrer par l'idée que je dois toujours vérifier ces éléments-là. N'oubliez pas, le cas pratique, ce n'est pas seulement une épreuve de résolution. Ce n'est pas seulement une épreuve de connaissance. Ce n'est pas seulement une épreuve de démonstration. C'est très souvent aussi une épreuve de célérité. Et ça le sera. Ça a toujours été le cas dans la plupart des IEJ, notamment dans certains IEJ dans lesquels œuvrent les membres du jury. Ça sera une épreuve de célérité. Je ne réponds aux questions que de manière pertinente. Que si, en fait, la question m'est posée. Ici, je ne vais pas m'interroger sur la force majeure et la faute de la victime. Aucun élément ne m'indique que je dois aller dans ce sens. On va voir que c'est différent pour le cas de Madame Y. Le cas de Madame Y. Madame Y est une passagère qui a fait le trajet Paris-Dijon. Arrivée à destination, elle se rend compte qu'elle a oublié son téléphone à sa place. Madame Y tente de remonter dans le train alors qu'il redémarre. Les portes du train sont déjà fermées. Dans sa manœuvre, elle tombe sur le quai et subit un dommage corporel. Ici, Madame Y est une passagère. On va aller donc sur le terrain, encore une fois, du contrat de transport et sa délimitation. Ici, on nous dit qu'elle a oublié son téléphone à sa place, mais ça, c'est le motif de son comportement, on ne le relèvera pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est arrivée à destination et qu'elle est déjà descendue du train. Comment sait-on qu'elle est déjà descendue du train? Parce qu'elle tente d'y remonter. Et parce qu'on nous précise que le train redémarre et que les portes sont fermées. On voit bien qu'on est dans une situation proche du premier cas, de la première situation, mais que le fait qu'elle soit descendue va tout changer. Vous l'avez compris. Alors, procédons à la résolution. Quel est le fondement de la responsabilité de la SNCF? Quel est le régime de la responsabilité de la SNCF? Commençons évidemment par le fondement, encore une fois. Quel est le fondement de la responsabilité de la SNCF? Je vous propose de produire exactement le même syllogisme, le même raisonnement que dans le cas numéro 1. Et là, j'en arrive à une question méthodologique. Est-ce que j'ai le droit d'écrire comme nous l'avons déjà démontré? Non. Je dois reproduire mes syllogismes. Par contre, je peux me permettre d'être plus succinct. J'ai déjà démontré que j'étais capable de produire le syllogisme dans son détail. J'ai montré non seulement que j'avais les connaissances, mais aussi la méthode. Là, je vais toujours faire en vertu de l'article 1101 et 1103, je vais à nouveau citer l'arrêt Valverde, mais je vais conclure très rapidement en disant, en l'espèce, le dommage est survenu après que Madame Y soit arrivée à destination et donc descendue du train. À la descente du train, le contrat de transport s'est terminé. Le contrat de transport s'est terminé avant que le dommage ne survienne, avant qu'elle tente de remonter dans le train et qu'elle subisse un préjudice. Par conséquent, à l'instant du dommage, Madame Y et la SNCF n'étaient plus liées par un contrat. Donc, la réparation du préjudice de Madame Y ne pourra intervenir que sur le terrain délictuel. Je fais comme pour le cas pratique numéro 1,
en faisant la différence. Là, Madame Y est bien descendue du train. Ça m'amène sur le terrain délictuel en application, cette fois-ci, de la jurisprudence Valverde a fortiori. Tout à l'heure, c'était a contrario. Là, c'est a fortiori. J'applique la jurisprudence Valverde. Ça me dit que le régime de la responsabilité est délictuel. Délictuel, alors, en matière délictuelle, on a plusieurs fondements. Autant en matière contractuelle, il n'y a que 1231-1, qu'en matière délictuelle, on va de 1240, la traditionnelle responsabilité pour faute, la responsabilité du fait personnel, à 1249, la fin du préjudice écologique. Bon, il n'a rien à voir là dans le schmilblick, mais disons évidemment qu'ici, on peut s'interroger sur quel est le fondement de la responsabilité. C'est en remontant dans le train, c'est donc à l'occasion du contact avec la chose de la SNCF que le dommage s'est produit. On va donc se fonder sur l'article 1242, alinéa 1er. Article 1242, alinéa 1er du Code civil, l'ancien 1384, alinéa 1er, je le dis très clairement, selon l'article 1242, alinéa 1er du Code civil, l'ancien 1384, alinéa 1er, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans les arrêts Teffen de 1896 et Gendeur de 1930, le principe général de responsabilité du fait des choses suppose la démonstration du fait actif de la chose et suppose la détermination de la garde. Ici, le fait actif de la chose étant l'espèce clairement déterminée, il y a contact avec le train au moment du dommage. Quant à la garde de la chose, elle ne pose pas de difficulté. Gendeur, la présomption de garde du propriétaire de la chose. Le propriétaire, c'est la SNCF. Par conséquent, les conditions de la responsabilité de la SNCF sont remplies. Mais c'est là que, contrairement au cas pratique numéro 1, on va aller sur le détail du régime de cette responsabilité. En effet, ici, les faits nous le disent bien. Madame Y a un comportement qui n'est absolument pas anodin. Ça ne vous viendrait pas. Ça vient, malheureusement, au vu du nombre d'arrêts et de fois où les tribunaux sont saisis de pareilles situations, ça vient à l'esprit de certaines personnes. Pardonnez-moi, mais moi, je me suis toujours demandé comment quelqu'un qui voyait un train partir pouvait se dire « tiens, je vais remonter dedans ». Ou un train qui roule se dire « tiens, je vais en descendre ». On verra ça avec le troisième cas. Je ne comprends pas. Mais il n'en demeure pas moins que c'est notre situation juridique. On voit bien que le comportement donc, de la victime n'est pas anodin. Alors, on va dire « cependant, encore faut-il envisager la question du comportement de la victime ». Le comportement de la victime peut emprunter les traits de la force majeure ou être simplement constitutif d'une faute. C'est les enseignements de la jurisprudence. Dans un arrêt chambre mixte, 28 novembre 2008, la Cour de cassation avait, en pareille hypothèse, affirmé que la SNCF ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité si la faute de la victime n'emprunte pas les traits de la force majeure. Qu'est-ce que la force majeure? La force majeure, elle est aujourd'hui définie à l'article 1218 du Code civil. On y retrouve peu ou prou les anciens critères prétoriens, ceux rappelés par la Cour de cassation dans ses arrêts d'assemblée plénière du 14 avril 2006. Et même si on ne parle plus exactement d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité, même si le texte nous parle d'un événement qui échappe au contrôle du débiteur, donc un événement qui échappe au contrôle du débiteur, un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat, et un événement inévitable dans ses effets,
on retrouve cette idée d'extériorité, imprévisibilité, résistibilité. Et on sait la Cour de cassation sévère à l'égard des transporteurs de personnes comme la SNCF et la RATP. Et il n'y a quasiment jamais de faute de la victime caractéristique de la force majeure. Alors on va le dire, Chambre mixte 28 novembre 2008, le comportement de la victime ici n'est pas imprévisible, n'est pas irrésistible, parce que l'idée que quelqu'un veuille remonter dans le train alors qu'il a redémarré peut se concevoir au vu de la recrudescence de ce type de comportement, et rien, il n'y a pas de barrière automatique ou il n'y a pas de moyen humain pour empêcher cette tentative. Donc ça n'est pas irrésistible. Donc la force majeure doit être écartée. C'est d'ailleurs le sens de l'arrêt qui a motivé que je vous donne ce cas, Madame Y. C'est l'arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mars 2016. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Je viens de vous montrer qu'on pouvait le résoudre sans le connaître. Si en plus vous pouvez dire à l'examinateur « je sais d'où tu as tiré le sujet », c'est bien aussi. Je vous apprendrai à faire la distinction entre une jurisprudence de majeur, Gender, Teffen, que vous devez connaître, et une simple jurisprudence d'application, comme l'arrêt de 2016. Si vous la connaissez, c'est bien. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. D'autant plus que vous la retrouvez aisément dans le code. Je vous montrerai tout ça. Reste à savoir si la faute de la victime peut être source d'exonération partielle de responsabilité. Bien sûr qu'ici, il y a une faute d'imprudence de la victime, qu'il a partiellement contribué à la réalisation de son dommage. C'est d'ailleurs là aussi ce qu'a constaté la Cour de cassation dans l'arrêt de 2016. On va finir par conclure. Par conséquent, la responsabilité de la SNCF sera engagée, mais la SNCF pourra s'exonérer partiellement de cette responsabilité. Au juge de définir la part de la responsabilité de la SNCF et la part contributive de la victime à son propre dommage. Évidemment, ce partage de responsabilité, vous l'annoncez, c'est votre solution, mais vous ne pouvez pas le quantifier. Pour ça, il faudrait faire intervenir des experts, etc. C'est quelque chose que vous saurez diligenter, commander l'intervention d'un expert, faire des dires, participer à la rédaction des dires d'experts, ou plus exactement influencer les dires de l'expert quand vous serez avocat. Je vous le souhaite bientôt. En attendant, je vous propose de poursuivre notre apprentissage du cas pratique par le dernier cas, Monsieur Z. Monsieur Z est d'un abonné SNCF. Tous les matins, il fait le trajet Sens-Dijon, le soir, le trajet Dijon-Sens. Un soir, il monte dans un train alors que celui-ci est en partance. Il pense que c'est son train. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Quand il s'aperçoit de sa maîtrise, alors que le train a démarré, il décide d'en descendre. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la même situation s'est produite avec une jeune femme qui a décidé de descendre d'un train de banlieue parisienne. Et il s'est produit exactement la même chose. Évidemment, descendre d'un train en marche est un comportement quelque peu surprenant, hein, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, un comportement dangereux. Il s'en est suivi, évidemment, des dommages corporels. On va procéder exactement de la même manière que jusqu'à présent, en relevant ici tout de même que les faits sont un peu plus spécifiques et d'ailleurs un peu plus longs. On ne nous dit pas c'est un simple passager, on nous dit c'est un abonné. On nous dit qu'il est bien monté dans le train, mais qu'il s'est trompé de train. On nous dit qu'il est en train de descendre. On ne sait pas s'il est déjà descendu, si c'est sur les rails qu'il est tombé ou si c'est en descendant du train. Tout ça est un peu obscur. On se dit tout de suite, tiens, peut-être que ce cas pratique est un peu plus compliqué. Alors au vrai, il ne l'est pas si on connaît ses bases. Dans les polycopiés qu'on vous propose, ces bases sont fournies. Et même si à la rigueur, on ne connaît pas ces bases, on les retrouve encore une fois dans le code, mais on les trouve aussi par la logique de raisonnement que l'on a acquis au travers de la méthode. Alors allons-y. Quel est le fondement de la responsabilité de la SNCF ?
Encore une fois, application du principe de non-cumul, je dois déterminer si je suis dans le cadre du contrat ou pas dans le cadre du contrat. En vertu des articles 1101 et 1103, le contrat se forme par la rencontre des volontés et devient obligatoire dès lors qu'il a été valablement formé. En l'espèce, les faits précisent qu'il y a un contrat d'abonnement de transport entre la SNCF et M. Z. Par conséquent, la nature de la relation entre les deux est a priori contractuelle. Mais on m'a bien précisé qu'il était monté dans le mauvais train. Je me dis que ça n'est pas anodin. Et je me dis, le transport, c'est un transport Paris, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus, non, un transport Sens-Dijon ou Dijon-Sens. Et en fait, il n'est pas monté dans le bon train. C'est un train qui fait apparemment Dijon-Dole. Et là, je me dis, attention, le contrat prévoit très clairement des destinations, et là, ce n'est pas la bonne. Est-ce que je suis bien dans le champ du contrat de transport? Cette intuition, à elle seule, va me conduire à aller regarder dans le code, ou à faire appel à mes connaissances. Et que ça soit dans le code rouge ou dans le code bleu, je vous conseillerais d'ailleurs, dans le cadre de la formation, que ce soit dans le code rouge ou dans le code bleu, vous allez trouver cet arrêt formidablement important, pas si vieux que ça, mais très intéressant, qui a d'ailleurs motivé le présent cas pratique. Dans un arrêt rendu sur le fondement d'ailleurs des articles 1101 et 1103, mais aussi 1231-1, sauf qu'à l'époque, c'était 1101, 1134 et 1147, la Cour de cassation, civile première, 1er décembre 2011, a considéré que le dommage étant survenu à l'occasion d'un transport vers une destination qui n'était pas prévue dans le contrat d'abonnement, alors on était hors le champ contractuel. Finalement, l'existence d'un contrat d'abonnement entre Z et la SNCF est sans incidence sur le régime de responsabilité, puisque le dommage n'est pas survenu à l'occasion de l'exécution du contrat d'abonnement, mais vers une autre destination. On comprend donc que l'on se situe sur le terrain du régime délictuel de la responsabilité de la SNCF. Quel est le régime de la responsabilité de la SNCF donc? Là, on va reproduire quelque chose que finalement on a produit dans la question 2. Ici, c'était le fondement qui était différent par rapport au cas pratique numéro 1 et au cas pratique numéro 2. Entre le cas pratique 1 et le cas pratique 2, c'était le régime. Là, on a le même régime que dans le cas pratique numéro 2, donc je vais me permettre d'être plus synthétique. Je fais bien mes syllogismes, mais je vais partir directement sur le principe général de responsabilité du fait des choses, de 1242 alinéa 1er. Je rappelle que le fait actif de la chose est constitué par le contact avec le train. Je rappelle évidemment que la SNCF est le gardien du train. Je dis la responsabilité de la SNCF engagée. Je me pose la question de la force majeure. Je l'écarte avec l'arrêt de 2008, chambre mixte. Je relève que tout de même la faute de la victime peut être invoquée. Je peux tout à fait citer l'arrêt de 2016 que l'on a déjà vu. Je pourrais citer aussi un arrêt de 2015 sur le transport, cette fois-ci maritime. Vous savez, ce passager qui s'était accroché à un pont et qui avait eu la main brisée. On avait considéré que sa faute de négligence était source d'exonération partielle. Ici, M. Z saute d'un train en marche. La faute d'imprudence est évidemment caractérisée. Même constat finalement que dans le deuxième cas pratique. La responsabilité de la SNCF va être engagée. Cependant, elle pourra faire valoir la faute de la victime comme source d'exonération partielle de responsabilité. Il y aura donc un partage de responsabilité au juge de définir la quote-part de chacun de la SNCF, de la victime,
dans le cadre de la réparation du préjudice, donc de cette victime. Voilà, ce que je vous ai montré ici, c'est qu'il est très important de respecter la méthode. Et on a vu les deux grands pans de la méthode de la résolution du cas pratique en droit des obligations. On procède en qualification-régime et à l'intérieur, on procède en un ou plusieurs syllogismes. Je répète, qualification-régime, toujours, et à l'intérieur, on fait un ou plusieurs syllogismes. On fait bien attention, parfois c'est le fondement qui va être le cœur du problème, parfois c'est le régime qui va être le cœur du problème. Je conclurai en vous disant que vous n'êtes pas sans l'ignorer. Il y a un projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 qui a été produit par la chancellerie. Même si c'est peu probable, il pourrait être adopté au cours de l'été. Il faudra aussi très bien l'étudier pour connaître des règles d'application de la loi dans le temps. D'ailleurs, tout au long de la préparation, c'est une question qu'on se posera par rapport à la réforme du droit des contrats. Ici, je vous ai mis face à un cas pratique où, temporellement, il n'y a pas de problème. Je vous place en 2017. Donc, la réforme du droit des contrats est entrée en vigueur. Le projet de réforme de la responsabilité civile ne l'est pas encore. Mais au cours de la préparation que nous réaliserons ensemble, si vous vous inscrivez à l'ISP, je vous préparerai à des cas pratiques où c'était l'ancien droit du contrat qui s'appliquerait. Je vous préparerai aussi à quelques petits cas pratiques au cas où le projet de réforme de la responsabilité civile serait entré en vigueur. En fait, je ferai toujours, s'il n'est pas entré en vigueur, s'il est entré en vigueur, pour éviter toute mauvaise surprise. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'obligation de sécurité du transporteur de personnes, notamment à l'occasion du cas pratique numéro 1. On a parlé du principe de non-cumul des responsabilités. Eh bien, sachez-le, dans le projet de réforme de la responsabilité civile, il est prévu, certes, une consécration du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, mais il est aussi prévu que tout dommage corporel sera réparé par principe sur le fondement délictuel. Alors, que dire? Dire peut-être que c'est la dernière année où cette question de l'obligation de sécurité est susceptible de se poser. Et sachez-le, la question de l'obligation de sécurité, c'est l'une des grandes thématiques du CRFPA en droit des obligations traditionnelles pour tous les IEJ qui proposaient des cas pratiques. Nous allons avoir un cas pratique à l'examen national. C'est une question que maîtrisent parfaitement les membres du jury et je pense bien évidemment à monsieur le professeur Pierre-Yves Gauthier qui maîtrise très clairement cette question. Je ne me suis pas contenté donc de vous exposer la méthode, j'ai aussi choisi un des sujets fétiches susceptibles de tomber dans le cadre de votre examen national dès septembre prochain. Voilà, je vous salue, je vais rester encore quelques minutes pour répondre aux différentes questions que vous êtes susceptibles de vous poser dans le fil de discussion. Et je vous souhaite, en toute hypothèse, bon courage pour votre préparation au CRFPA 2017. Si vous voulez nous retrouver et vous inscrire à l'une de nos formations, évidemment, vous allez sur le site du groupe ISP. Le site du groupe ISP, vous tapez Google Prépa ISP, évidemment, vous allez nous trouver. Sinon, sachez-le, c'est www.prépa-isp.fr. Au plaisir de vous voir, de vous rencontrer et surtout de vous faire travailler et de vous entraîner.